Et comme le titre était un peu austère, je l'ai agrémenté en disant que l'hydrogène, du gaz au solide en passant par le liquide, on pouvait jouer avec l'hydrogène dans tous ses états. Alors le sommaire de cette présentation, bon, je vais revenir sur des aspects un peu généraux, hein, les enjeux sociétaux et la notion de transition énergétique dont vous avez certainement entendu parler, et pourquoi dans le cadre de ces enjeux et de cette transition, on s'intéresse à l'hydrogène, et comment on envisage de l'utiliser comme vecteur d'énergie. Alors dans ce cadre-là, on a deux grands problèmes à résoudre. Un premier, c'est la production de cet hydrogène, et le deuxième, qui m'intéresse plus particulièrement, ça va être son stockage, sachant qu'on peut jouer beaucoup avec les propriétés de l'hydrogène, ses propriétés physiques, on peut le compresser, le liquéfier, et puis des propriétés physiques ou physico-chimiques, comme la chimie et la physisorption. Et puis pour finir, parce que c'est une conférence générale, j'essaierai de vous montrer comment on a déjà développé des objets qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Est-ce que c'est vraiment réaliste d'utiliser l'hydrogène comme carburant? Et je vous donnerai quelques exemples passés et futurs de cette utilisation. Et puis on finira par quelques conclusions. Alors d'abord la transition énergétique, que j'ai appelée inéluctable. Je pense que dans cette salle, vous êtes tous sensibles à ces questions. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on vit aujourd'hui sur des réserves fossiles qui sont limitées, et il a été introduit la notion de peak oil, qui dit qu'on a commencé à consommer les réserves fossiles de pétrole dans les années 1900. On a augmenté beaucoup cette consommation, et que comme les réserves sont limitées, et comme on est de plus en plus gourmand en énergie, eh bien, on va forcément arriver un jour à ce maximum. Il y a des controverses pour savoir à quel moment on va atteindre ce maximum, s'il est déjà atteint, et qu'on aura forcément une décroissance. Et vous voyez que ce peak oil s'étend sur quelques 200 années. Ça veut dire que pour les générations futures, on sera la génération qui aura brûlé comme ça toutes les réserves en 2 siècles. Et ça veut dire aussi qu'à partir de ces horizons-là, il va falloir trouver des énergies de substitution pour pouvoir répondre à tous les besoins de la société industrielle pour ces énergies. Pour la deuxième problématique qui se pose avec l'énergie, c'est qu'on utilise beaucoup d'énergie fossile, qui sont donc à base de produits carbonés, et que comme on a beaucoup augmenté cette consommation, on a beaucoup augmenté aussi la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Là aussi, vous avez une courbe qui montre cette augmentation exponentielle depuis les années 1900 qui est liée aux émissions de gaz à effet de serre. Alors en particulier, on les relie assez facilement avec le transport, hein, puisque si on regarde la production automobile et l'augmentation du CO2, on voit qu'il y a une assez bonne adéquation entre ces deux courbes, qui montrent que cette consommation effrénée des ressources de pétrole se traduit par une augmentation très importante de ces effets d'émissions de gaz à effet de serre. Alors les conséquences climatiques sont discutées, je ne rentrerai pas dans ce débat, on a une belle journée aujourd'hui, mais on sait qu'il y a un impact non négligeable sur l'environnement de cette consommation des énergies fossiles. Alors le troisième élément qu'on a à résoudre, c'est qu'on a des besoins en énergie qui sont toujours croissants. Alors c'est vrai pour les sociétés industrialisées, on voit celles qui sont les plus en rouge, l'Occident, les États-Unis consomment énormément d'énergie, mais on sait que les choses vont encore beaucoup se compliquer avec l'apparition de pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui aspirent à des niveaux de vie comparables à ceux du monde occidental et qui consomment de plus en plus d'énergie et qui vont donc se retrouver en concurrence sur le marché de l'énergie et qui va encore augmenter cette raréfaction des ressources fossiles. Et on le voit ici sur cette courbe, quand on compare les évolutions des différentes sources d'énergie, on voit que il y a 2 siècles, c'était essentiellement de la biomasse qui était utilisée pour fournir de l'énergie. Et puis avec l'apparition de l'ère industrielle, on a eu l'apparition très importante de l'utilisation d'abord du charbon, puis du pétrole et enfin du gaz naturel, et on voit que cette consommation continue à augmenter de façon exponentielle et qu'on a très peu finalement d'utilisation du renouvelable, puisque ici c'est des courbes en bleu et en vert qui sont la biomasse et l'énergie hydraulique, qui reste très marginale par rapport à tout ce qui est relié aux consommations d'énergie fossile. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions à tous ces problèmes et substituer ces ressources fossiles par d'autres sources d'énergie. Alors, beaucoup de labos de recherche sont impliqués dans cette transition, en essayant de trouver
des nouvelles voies de production d'énergie. Alors, on peut citer l'éolien, on peut citer le solaire, mais il y a d'autres sources. On a évoqué la biomasse, on peut évoquer la géothermie. Mais dans tous les cas, cette production d'énergie n'est plus un flux continu comme ça pouvait être le cas avec la production de pétrole. Ça veut dire qu'on va avoir à gérer des fluctuations temporelles et spatiales de cette énergie. Alors pour ceux qui sont un peu marins, quand il y a pétrole, on n'avance pas, quand il y a du vent, on avance. C'est un peu le même problème avec une éolienne. Et puis j'ai fait un clin d'œil un peu malicieux à nos collègues britanniques, mais une journée ensoleillée, un panneau solaire fonctionne très bien. Bon, à Londres, un jour de brume, on produit un peu moins. Ce qui veut dire qu'il va falloir gérer à la fois ces problèmes de production dans le temps et dans l'espace, et qu'il faut donc introduire la notion de vecteur d'énergie. Alors la notion de vecteur d'énergie est un concept un peu nouveau parce que dans les débuts de l'ère industrielle, l'énergie était souvent produite très proche de sa consommation, ce qui voulait dire qu'on n'avait pas à la transporter, pas à la stocker, et qu'on n'avait pas vraiment besoin de vecteurs. Aujourd'hui, avec cette introduction de ces énergies intermittentes, renouvelables, on va produire l'énergie souvent à des endroits et à des temps qui sont très éloignés de l'utilisateur final, ce qui veut dire qu'on a besoin de développer ces vecteurs d'énergie. Alors ces vecteurs d'énergie, on en connaît certains, l'électricité est un vecteur d'énergie, on peut utiliser du gaz naturel, on peut utiliser de la chaleur, mais je vais essayer de vous persuader aujourd'hui qu'un vecteur d'énergie très intéressant, c'est l'hydrogène, de façon plus correcte, le dihydrogène. Pour l'utiliser, d'abord parce que c'est un carburant très léger, donc sa masse molaire, c'est à peu près 2 grammes par mole. Il est a priori pas toxique, votre corps humain en contient à peu près 63%, et la plupart de vous, vous portez bien, donc on peut considérer qu'il a une faible toxicité. Il est abondant à la surface du globe, alors j'y reviendrai tout à l'heure. Il est non polluant, surtout si on le combine avec l'oxygène. La combustion d'hydrogène va donner de l'eau. A priori, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très toxique. Et puis il a surtout une forte densité énergétique massique, puisqu'on l'évalue à 142 mégajoules par kilo, ce qui représente à peu près 3 fois celle des hydrocarbures. Donc c'est considéré comme un vecteur énergétique assez intéressant. Et dans un monde très vertueux, on imagine ce cercle qui est basé sur le cycle de l'eau, qui consiste à produire de l'hydrogène, par exemple en utilisant l'électrolyse, par de l'électricité fournie par un panneau solaire, donc une source totalement renouvelable. Plus le seul produit en dehors de l'hydrogène qu'on va relâcher, c'est de l'oxygène, donc a priori ça n'a pas d'impact négatif sur la planète. Cet hydrogène, je l'ai dit, il faut le transporter, il faut éventuellement le stocker parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Mais quand on va en avoir besoin, on va pouvoir soit le brûler directement dans une turbine ou un moteur thermique, ou, de façon peut-être plus efficace, l'utiliser dans une pile à combustible. Je pense que Olivier sera d'accord avec moi que c'est une bonne utilisation, la pile à combustible. Et on ne rejettera que de l'eau, et en fait on a fait un cycle complet énergétique sans aucun impact sur la planète en utilisant ce vecteur hydrogène. Alors c'est un système idéal. Le problème c'est qu'on a déjà un premier problème à résoudre, c'est que le dihydrogène n'existe pas sous forme naturelle à la surface du globe, c'est moins de 1%, et que si l'hydrogène est très abondant d'abord dans l'univers, ça représente 88% de l'univers, mais également très abondant sur Terre, il est toujours lié, alors principalement dans l'eau, et il y a des réserves énormes, on ne risque pas de tomber à court, ne serait-ce que l'eau de mer. Et puis, mais là on va retrouver le problème des énergies fossiles, on en trouve énormément dans les carburants fossiles, dans les hydrocarbures. Alors comment on peut produire de l'hydrogène? Bon, il y a des méthodes, je dirais, un peu classiques, un peu de laboratoire ou de paillasse. Alors je pense que vous avez tous fait ça en TP de chimie. Les métaux très électropositifs réagissent avec de l'eau pour donner de l'hydrogène. Alors si vous avez été étudiant, vous avez sûrement essayé un jour de jeter un petit bout de sodium dans l'eau, même si ce n'est pas politiquement correct. C'est très réactif, mais ça produit de l'hydrogène. Et on a un exemple ici de cette production. Alors on peut le faire avec des alcalins, on peut le faire avec des alcalinotéreux, et c'est quelque chose qui marche relativement bien. On peut le faire aussi avec des métaux de transition, en faisant réagir maintenant avec les acides. Si on fait réagir par exemple du zinc avec de l'acide, on va produire de l'hydrogène. C'est quelque chose qui est même envisagé pour le transport de l'hydrogène. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a imaginé de transporter, plutôt que l'hydrogène, de transporter des métaux oxydés et réduits,
et d'utiliser cette réaction inversée pour le transport de l'hydrogène. Alors, ce sont des méthodes plutôt de laboratoire. Si on veut faire des productions plus importantes de l'hydrogène, il faut s'intéresser à des technologies un peu plus performantes. Alors, il y en a une qui est très connue, qui est l'électrolyse de l'eau, qu'on peut faire dans diverses conditions, en milieu acide, en milieu basique. Je ne l'ai pas mis ici, mais on peut le faire sous pression, à haute température. Et ça a l'avantage de former un hydrogène très pur, et c'est également un sujet qui est très étudié, aussi par le monde des piles à combustible, puisque finalement un électrolyseur n'est qu'une pile à combustible qu'on a inversée. Et on peut très bien imaginer avoir des piles à combustible qui fonctionnent dans les deux sens, à la fois comme électrolyseur et comme producteur d'énergie. Et puis un sujet qui sûrement intéressera l'IMN, c'est la photocatalyse de l'eau, puisqu'on peut utiliser des photocatalyseurs. Alors pourquoi pas TiO2 ? TiO2 est un matériau très célèbre à l'IMN. Et on peut de cette façon produire de l'hydrogène en utilisant directement les photos. Mais alors si ces méthodes sont prometteuses, si on regarde aujourd'hui la production industrielle de l'hydrogène, elle est assez conséquente, c'est 30 millions de tonnes par an. Elle n'utilise aucun de ces procédés, mais elle utilise le gaz naturel, un hydrocarbure, pour sa production, qui est principalement utilisée pour la synthèse de l'ammoniac. Alors cette réaction, c'est le vaporéformage, qui se fait à environ entre 700 et 1000 degrés, qui consiste à faire réagir le méthane avec l'eau pour produire 3 moles d'hydrogène et un sous-produit qui est le monoxyde de carbone. Alors ce gaz est connu sous le nom de gaz synthétique ou syngas, et on peut le produire d'une autre façon, par gazéification du charbon, mais là encore on utilise des ressources fossiles, en faisant réagir directement le charbon avec de l'eau sous forme de vapeur à 1000 degrés. Et on va de la même manière obtenir une mole d'hydrogène et puis du monoxyde de carbone. Alors c'est un processus endothermique, ce qui fait qu'il est assez coûteux en énergie, puisque pour pouvoir réaliser cette réaction, il faut amener de la chaleur, et en général on la fait en brûlant directement du charbon pour amener cette chaleur. Mais la réaction peut être complétée par ce qu'on appelle le water gas shift, qui consiste à régénérer le CO, qui est obtenu par ce vaporéformage, pour le faire réagir de nouveau avec l'eau à plus basse température, et pour libérer de nouveau une mole d'hydrogène, complétée par du CO2, qui est quand même moins nocif que le CO, et qui permet d'augmenter le rendement de la réaction. La deuxième partie du problème à résoudre, après avoir étudié les façons de produire l'hydrogène, c'est de réfléchir à son stockage, sachant que c'est un gaz très léger, et que si on regarde à peu près les performances qu'on voudrait obtenir avec cet hydrogène, et qu'on se place au niveau d'une utilisation automobile, on a coutume de dire que l'autonomie d'une automobile, pour que ce soit viable, c'est de l'ordre de 400 km. Bon, avec un moteur thermique, ça représente à peu près 24 kg d'essence dans votre réservoir. Si vous passez avec le même moteur thermique avec de l'hydrogène, il vous faudra à peu près 8 kg d'hydrogène. C'est beaucoup plus léger, mais je vous avais dit qu'il y avait un facteur 3 dans la densité énergétique, donc c'est assez logique. Et puis, comme la pile à combustible a un meilleur rendement qu'un moteur thermique, si vous utilisez une pile à combustible, vous gagnez encore un facteur 2, il vous faut que 4 kg d'hydrogène. Donc, vous vous dites finalement 4 kg d'hydrogène, c'est relativement léger. Oui, sauf que les propriétés thermodynamiques de l'hydrogène font que c'est un gaz qui occupe beaucoup de volume à pression ambiante et à température ambiante. Et si on fait un petit calcul simple, PV égale nRT, 4 kg d'hydrogène, ça représente 44 800 litres, soit une sphère de diamètre environ 4,40 m, ce qui fait quelque chose de pas très confortable pour se déplacer avec une voiture. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous scientifiques, parce que ça veut dire qu'il faut augmenter la capacité volumique et la capacité massique de l'hydrogène. Il faut trouver des moyens d'avoir cet hydrogène de façon beaucoup plus condensée. Et ça fait souvent appel à des recherches dans le domaine des matériaux. Et je vais vous montrer quelques exemples de procédés de stockage qui font appel à des propriétés des matériaux dans la suite de cet exposé. Alors, stocker l'hydrogène, on peut aborder le problème de deux façons. On peut regarder soit l'hydrogène moléculaire, donc en fait
la molécule de dihydrogène, et réfléchir à son stockage physique. Alors soit sous forme gaz, on va par exemple le compresser pour augmenter sa densité, soit sous forme liquide, on peut très bien liquéfier l'hydrogène. Et puis, j'aurais dû le mettre à cheval entre le stockage physique et le stockage chimique, mais on peut faire de la physisorption. On travaille toujours avec le dihydrogène, mais on le fait interagir avec un solide. Et puis, si on est un chimiste un peu plus convaincu, on peut se dire, mais je peux faire de l'hydrogène, réagir l'hydrogène atomique, et j'ai toute une famille d'hydrures qui peuvent participer à ce stockage. Alors, les hydrures ioniques, les hydrures covalents, hydrures complexes et hydrures métalliques. Alors, je parlerai que des deux derniers parce qu'on verra tout à l'heure dans les exemples, ces deux premières familles sont beaucoup trop stables pour qu'on puisse les envisager. Mais par contre, il y a beaucoup de travaux qui sont développés autour de ces hydrures de façon à faire du stockage réversible de l'hydrogène. Alors, si je reviens au stockage moléculaire, au stockage physique, si je regarde le diagramme pression-température de l'hydrogène, il est relativement bien documenté, bien qu'il y ait encore des questions métaphysiques, en particulier sur l'hydrogène métallique. Mais on connaît très bien le domaine entre les phases de gaz solide et liquide. Et si je pars déjà de la compression de l'hydrogène gazeux, la température ambiante, pression ambiante, je suis à peu près ici, et je peux compresser le gaz. Alors j'ai une limite qui est représentée ici, mais assez facilement on peut monter en pression. Alors, la technologie classique, dans vos laboratoires, vous avez tous ce genre de tube, taille cylindrique en acier, pression de stockage 200 bars, c'est bien, 14 kg par mètre cube, mais finalement, c'est assez peu et c'est inenvisageable pour les applications embarquées parce qu'on se retrouve avec un poids très élevé du réservoir en acier, parce que pour que l'acier résiste à des pressions et surtout à la fragilisation qui est induite par la diffusion de l'hydrogène dans l'acier, on est obligé d'avoir des parois de réservoir qui sont très épaisses, qui fait que cette technologie est absolument inenvisageable pour de l'embarquer. C'est utilisable à l'échelle laboratoire, mais on ne peut pas l'imaginer. Ce qui a poussé les gens à développer des technologies avec des réservoirs plus légers, mais dans lesquels on puisse monter plus haut en pression, en utilisant des réservoirs composites, qui sont faits de trois parties. Une partie qui va servir à résister à la pression interne dans le réservoir, qui est en général des fibres, de type fibre de verre ou fibre de carbone. On a une enveloppe étanche à l'intérieur, qui va être la barrière d'hydrogène, qui peut être de différentes matières. Ça se fait en aluminium. Aujourd'hui, les gens travaillent sur plutôt des polymères, avec tous les problèmes de perméation que ça peut poser à l'hydrogène. Donc il faut des enveloppes qui soient relativement étanches à l'hydrogène et qui évitent la perméation. Et puis en général, on a une couche externe de protection, mais qui sert juste à éviter d'abîmer la surface externe du réservoir. Alors ces réservoirs sont très intéressants parce qu'ils ont une masse réduite, beaucoup plus légère que les réservoirs en acier. Et surtout, on peut travailler avec des pressions de stockage beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, on travaille facilement à 350 bars en standard avec ce type de réservoir. Et c'est développé jusqu'à 700 bars sans trop de difficultés, avec des pressions de service. Alors à chaque fois qu'on développe une technologie, surtout dans le domaine de l'énergie, alors les pétroliers appellent ça du puits à la roue, il faut toujours voir quel est le coût énergétique de chaque étape, parce que c'est assez évident, mais si à chaque étape vous dépensez plus d'énergie que vous en avez stocké pour développer votre moyen de stockage, le système n'est pas viable. Alors si on regarde par exemple la compression, sous pression, il y a un coût énergétique pour compresser le gaz. Et on voit qu'on parlait de travailler à 700 bars, ce qui est à peu près 70 mégapascales. Bon, sur un système adiabatique, ça représente à peu près 15% de l'énergie qu'on stocke. On peut faire mieux. Sur un système isotherme, on serait à 5%, mais c'est assez difficile de faire des systèmes complètement isothermes. Et aujourd'hui, industriellement, on développe plutôt ce qu'on appelle des procédés multistage qui permettent de se situer un petit peu entre l'adiabatique et l'isotherme, mais qui signifie qu'à peu près on consomme 10% de l'énergie qu'on stocke pour le stockage. Alors ce qui en fait un système qui est assez mature aujourd'hui, le stockage sous haute pression, parce que c'est assez peu coûteux en énergie, 10% du PCI pour obtenir la compression de l'hydrogène jusqu'à 700 bars. C'est une technologie qui est très mature, les industriels, Air Liquide, savent très bien faire ça.
qu'on a une rapidité du remplissage, hein, et aussi du déstockage du réservoir. 700 bars, quand vous ouvrez la vanne, ça sort très bien, je vous rassure. Et puis, il y a des industriels qui sont tout à fait capables de développer ça sur le marché, Mannesmann, Dynetec, Quantum, et des infrastructures existantes. Alors, malheureusement, peu en France, et plusieurs à s'en plaindre, mais les Allemands, les Américains ont développé des stations-service haute pression qui permettent de faire le plein à des pressions aussi élevées que 350 ou 700 bars. Alors, par contre, il y a quand même des inconvénients au stockage sous pression. Alors, un des inconvénients majeurs, c'est sa faible densité volumique. Parce qu'un réservoir sous pression occupe pas mal d'espace et surtout, il est très peu conformable. Parce que comme il faut qu'il résiste à des pressions très élevées, pratiquement que la forme cylindrique qui peut être acceptée pour résister aux contraintes qui sont créées. Et ça, les industriels de l'automobile, par exemple, ils n'aiment pas du tout. Parce qu'ils ont très peu de place dans les voitures, dans des endroits qui sont très conformés. Et un réservoir, par exemple, d'essence, a une forme assez particulière et ne sera jamais transposable pour un réservoir sous haute pression. Il faut que ce soit résistant au choc, les crash tests. Malheureusement, les voitures, des fois, font des tonneaux. Et quand on est assis sur un réservoir 700 bars, on souhaite qu'il soit résistant. Il faut l'adapter au véhicule. Bon, ça, je l'ai dit, c'est qu'il soit conformable. Et puis, tout ce que j'ai dit sur le réservoir et la pression qu'on peut mettre dedans, c'est vrai. Mais il faut aussi adapter beaucoup de choses, parce que quand vous avez du 700 bars, il faut des valves qui résistent à 700 bars. Une valve de 700 bars, ça fait cette taille-là. Il faut des capteurs, il faut des détendeurs, il faut toute une infrastructure. Ce qui fait que c'est une technologie qui, si elle est mature, demande encore beaucoup d'investissement pour pouvoir être déployée. Alors la deuxième façon dont on peut stocker de l'hydrogène en grande quantité, c'est le liquéfier. Donc encore une fois, les propriétés thermodynamiques de l'hydrogène. Alors tout à l'heure, on est monté en pression, ici on va juste baisser en température. Si on descend en dessous de 20 Kelvin, l'hydrogène se liquéfie spontanément et on atteint 800 fois la densité du gaz. Donc ça, c'est à peu près 70 grammes par litre, donc c'est très intéressant. Et on a une capacité massique. Alors c'est toujours difficile de parler de capacité massique parce que dans un litre d'hydrogène liquide, vous avez 100% d'hydrogène. Mais on l'évalue à 6,5%, tant connu du réservoir, de l'isolation du réservoir et de tous les périphériques. Alors c'est une technologie qui est aussi bien maîtrisée. Hein. Il y a de grandes méthodes pour liquéfier l'hydrogène. Alors il y en a une qui a été inventée par un Français, Claude. Alors, on la met en avant, hein, c'est le fondateur de l'air liquide. Donc, qui consiste à descendre, alors il y a plusieurs étages, hein, de la température ambiante de 300 Kelvin à 230 Kelvin par un système frigorifique assez classique. Puis on va descendre jusqu'à 80 Kelvin en échangeant avec de l'azote liquide. Et puis la dernière étape, qui est la plus difficile, c'est de descendre jusqu'à 20 Kelvin et on utilise un capillaire de Joule-Thomson pour faire ça. C'est une technologie qui marche assez bien et qui permet de produire de l'hydrogène liquide assez facilement. Alors il y a une deuxième méthode qui a été faite par Brayton, qui consiste à utiliser l'hélium liquide, qui est évidemment beaucoup plus froid que l'hydrogène, puisque la température de liquéfaction de l'hélium c'est 4 Kelvin. Et avec un échangeur avec de l'hélium liquide, on va liquéfier très facilement l'hydrogène. Alors on va le liquéfier très facilement, mais évidemment il aura fallu déjà produire l'hydrogène liquide. Donc si je fais encore mes calculs de rendement énergétique finaux, il faut prendre il faut prendre en compte toutes ces étapes et le coût énergétique que ça donne. Alors, l'hydrogène liquide, ça a été développé dans des réservoirs. Ici, Linde 2 a un réservoir hydrogène liquide comme celui-là. Ça pose deux problèmes. D'abord, c'est qu'à 20 Kelvin, il faut une excellente isolation thermique. Donc, ça veut dire des réservoirs qui sont assez complexes et assez volumineux. Bon, tous ceux qui ont travaillé avec de l'hélium liquide savent que la cryogénie est quand même une technologie assez complexe. Et puis surtout, on a un problème, le problème du boil-off, puisque quelle que soit la qualité de votre isolation, vous aurez toujours des pertes thermiques. Vous allez donc vaporiser en permanence de l'hydrogène. Et comme il n'est pas envisageable de laisser le réservoir monter en pression sous peine d'avoir des gros problèmes, là ce ne sera pas du 700 bars, on laisse toujours une fuite de façon à permettre l'hydrogène en excès de s'échapper, ce qui veut dire qu'on va produire en permanence de l'hydrogène qui va s'échapper. Alors ça peut être maîtrisé, mais on imagine que si dans votre garage vous laissez votre voiture une semaine et puis que vous venez, vous allumez la lumière de façon un peu brutale et bon. Donc le problème du boil-off est un problème assez complexe à résoudre. Alors,
la deuxième difficulté qu'on rencontre, c'est le coût énergétique pour la liquéfaction. Alors, c'est pareil, ça peut être assez pénalisant. Alors, les études qui ont été faites montrent que ça dépend de la capacité de production de l'usine. Donc, on peut imaginer d'avoir des systèmes très productifs, mais si on produit des petites quantités, alors ici ce sont des kilogrammes par heure, vous voyez que ce n'est pas du tout rentable, il faut 150% d'énergie qu'on stocke pour liquéfier l'hydrogène. Alors, heureusement, avec des technologies avancées, alors ici il y en a plusieurs, mais on va garder sur le standard, si vous produisez des grandes quantités d'hydrogène, du type 1 tonne heure ou 10 tonnes heure, on arrive à des rendements de liquéfaction qui sont beaucoup plus intéressants, mais qui restent élevés et qui vont se situer dans les 30% pour cette liquéfaction. Ce qui fait que c'est une technologie qui, si elle marche bien, parce que liquéfier l'hydrogène, c'est finalement pas si compliqué, est difficile à valoriser parce que, elle va vous coûter beaucoup d'énergie pour la liquéfaction, et deux, vous allez perdre beaucoup d'hydrogène en utilisation à cause du boil-off. Bon, c'est quand même un choix qui a été fait par certains constructeurs automobiles comme BMW, enfin surtout les Allemands, hein, Opel, Daimler. Vous avez du bon lobbying de Linde, certainement. C'est un remplissage qui est aussi maîtrisé, hein, ça se fait très facilement dans les stations-service. On branche, on relie le réservoir à une station et on fait le plein assez rapidement. Et puis, c'est pareil, il y a des acteurs industriels, hein, Linde ou Messer en Allemagne, mais Air Liquide sait faire ça en France aussi. Alors, l'inconvénient, je les ai déjà évoqués, hein, 20 Kelvin, ça crée pas mal de pertes, le problème du boil-off, et puis le coût qui peut aller jusqu'à 50% du PCI en hydrogène. Alors, on a évoqué les deux pistes que sont la compression et la liquéfaction. Maintenant, j'aimerais évoquer quelque chose qui nous tient un peu plus à cœur, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser les solides pour stocker l'hydrogène? Et je vous l'ai dit en introduction, il y a deux grandes façons de faire ça. Soit on garde l'hydrogène moléculaire, mais on le physisorbe. Et c'est ce qui est évoqué ici, hein, le phénomène d'adsorption, physisorption de l'hydrogène dans les solides. Alors c'est un phénomène qui est très connu, hein, et qui demande des faibles énergies de liaison, puisque l'énergie de liaison, ça va être de l'ordre de 0,1 électronvolt à la surface du matériau. Alors comme cette énergie de liaison est très faible, elle ne peut pas avoir lieu à l'ambiance, malheureusement. Et il faut souvent refroidir le matériau qui va accueillir l'hydrogène pour que ça fonctionne. Les températures, alors ici j'ai mis moins 100 degrés, c'est même plutôt moins 150 degrés, enfin ça dépend du matériau. Alors pression élevée, c'est pas forcément vrai, mais enfin oui, il faut une certaine pression pour que ça marche. Mais surtout, il faut une capacité, la capacité de stockage qu'on va développer est fortement liée à la surface spécifique qui est développée dans le matériau. Ce qu'on comprend ici, hein, puisqu'on absorbe sur la surface, plus je vais développer de surface et plus je vais pouvoir stocker d'hydrogène. Alors les premiers matériaux qui ont été envisagés pour faire ça, ce sont des matériaux qui sont assez facilement accessibles, ce sont les matériaux à base de carbone. Alors, beaucoup de choses ont été faites sur les charbons actifs, on peut utiliser des nanofibres, je vois qu'ils font des aérogels, ça a été aussi essayé sur des nanotubes de carbone, sur des fullérenes, enfin tout ce qui est en carbone est intéressant. Et puis plus récemment, on s'est intéressé à ce qu'on appelle les répliques carbonées, donc qui sont des carbones mésoporeux qui sont très structurés puisqu'on utilise un template type zéolite ou silicate et dont on reproduit le squelette carboné, qui permet d'avoir une très bonne maîtrise de l'architecture et donc de la surface spécifique de ce type de matériau. Alors effectivement, ces matériaux absorbent de l'hydrogène de façon assez quantitative. Alors je donne un exemple ici de la réplique carbonée, on va venir mettre de l'hydrogène dedans. On va en absorber beaucoup sur la surface, mais si on fait un design des pores suffisamment petit, on va arriver à faire de ce qu'on appelle de la condensation capillaire, c'est-à-dire que vous arrivez quasiment à liquéfier l'hydrogène dans le pore par les interactions entre les atomes d'hydrogène, et à des températures beaucoup plus élevées que les 20 Kelvin de la température de liquéfaction de l'hydrogène. Donc c'est une méthode qui est beaucoup développée et dont on a montré qu'elle dépendait beaucoup de la surface spécifique, c'est-à-dire la surface en mètres carrés par gramme du matériau. Et sur des travaux par Hirscher au Max Planck à Stuttgart, qui a montré qu'il y avait quasiment une relation linéaire à 77 K entre la surface spécifique et la quantité d'hydrogène qu'on pouvait absorber en pourcentage massique. Alors ça marche bien à 77 K, on atteint 5%, donc 5 grammes pour 100 grammes. Ça marche aussi à température ambiante, mais à cause des forces de liaison qui sont très faibles, on obtient des capacités qui sont beaucoup moins importantes puisque
on est de l'ordre de 0,5%, ce qui reste bien en dessous de ce qu'on peut espérer pour avoir des applications viables. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de recherches de fait sur cette application physisorption, surtout avec la découverte récente des MOF, qui présentent des surfaces spécifiques qui sont beaucoup plus élevées que celles du carbone. Alors ici, j'ai donné quelques exemples de travaux qu'on a fait en collaboration avec l'Institut Lavoisier, sur un matériau qui s'appelle le 1101, donc, qui a ce type de structure, qui est très intéressant parce que ce sont des grandes cages, ce sont des structures de type un peu zéolitique, et à l'intérieur desquelles on va pouvoir condenser pas mal d'hydrogène, d'autant que la surface spécifique est très élevée, puisqu'on atteint 5000 voire 6000 m² par gramme avec ce type de matériau. Et effectivement, quand on mesure la capacité d'absorption de ce type de matériau, à 77 K, on obtient des capacités qui sont très élevées, de l'ordre de 6%, 6 grammes pour 100 grammes. Malheureusement, et toujours pour les mêmes raisons, quand on travaille à température ambiante, on perd beaucoup de cette capacité parce qu'on n'a pas assez de force de liaison pour garder l'hydrogène. Et on a beaucoup de travaux aujourd'hui qui tentent à modifier les propriétés de ces matériaux, alors soit en fonctionnalisant la surface à l'intérieur des pores, soit en ajoutant des atomes métalliques à l'intérieur de ces structures poreuses pour augmenter ces interactions hydrogène avec la matrice haute et obtenir des capacités significatives. Alors le 1101 n'est pas le meilleur en physisorption. Un des matériaux records a été fait par Yagi aux États-Unis, il s'appelle le MOF 177, donc a une structure encore vous voyez, très poreuse, qui développe une surface spécifique très grande aussi, de l'ordre de 6000 m² par gramme, et qui permet de stocker à basse température plus de 7,5% d'hydrogène, de grammes d'hydrogène pour 100 grammes de matériau. Et si on compare les matériaux aujourd'hui, on voit qu'on arrive quand même avec des capacités qui sont tout à fait intéressantes pour ce type de matériaux, bien meilleures que ce qui a pu être fait sur les charbons actifs avec ces valeurs, et qui pourraient être envisagées non pas dans de l'embarqué, parce que la cryogénie pose quand même quelques problèmes. Il faut garder un réservoir à 77 K, alors c'est moins compliqué qu'à 20 K, mais ça veut dire qu'il faut quand même refroidir le réservoir, mais qui est envisagé par exemple pour du stockage stationnaire, où on pourrait stocker des grandes quantités d'hydrogène avec ce type de matériau. Alors la physisorption, elle est intéressante pour la capacité massique, je l'ai dit, on atteint 6-7% avec ce type de matériau. Elle a un peu de coût énergétique, tout à l'heure j'ai évoqué le PCI qu'il fallait pour liquéfier ou pour compresser, là ça vous coûte pratiquement rien, les enthalpies sont très faibles. C'est en particulier dû au fait qu'on a une interaction moléculaire, donc on n'a pas la dissociation de la molécule d'H2. Et puis les matériaux sont en général de faible coût. Alors bon, avec les 1000 et les MOF, c'est pas toujours vrai, mais le carbone, c'est très bon marché. Et puis sur les organométalliques, on a quand même des matériaux qui sont à des prix très abordables et qu'on peut envisager de développer. Alors par contre, la physisorption, elle a deux inconvénients. C'est d'abord une faible densité volumétrique. Alors, je ne l'ai pas évoqué juste avant, mais si on fait des matériaux extrêmement poreux, ils sont très pulvérulents. Ça veut dire qu'ils occupent un volume très important. Et que ça veut dire que pour de l'embarquer, on va avoir des réservoirs qui vont avoir des grands volumes. Et ça intéresse en général pas les industriels qui aiment bien des choses très compactes en massique mais en volumique. Et puis le deuxième aspect, c'est les températures de fonctionnement qui sont relativement basses. Alors si la physisorption a des intérêts, on peut aussi regarder la chimie-sorption. Alors je l'ai dit, beaucoup d'éléments, je vais y revenir, réagissent avec l'hydrogène et permettent de former des hydrures. Je vais en évoquer deux familles. Les hydrures métalliques, d'abord, et puis on verra une famille après basée sur les hydrures complexes. Alors le système métal-hydrogène, il a été beaucoup étudié, en particulier ce type d'alliage, l'antenne nickel 5. Il a été beaucoup étudié dans les années 90 parce que c'est l'alliage type de ce qu'on trouve dans les batteries de type nickel-métal-hydrure. Donc je ne rentrerai pas aujourd'hui dans ce détail parce que ce serait un autre exposé qui serait très long. Mais c'est un matériau qui a été baptisé éponge à hydrogène parce qu'il a une propriété très remarquable, c'est que si vous prenez quelques grammes de cet alliage d'antenne nickel 5, vous le mettez en contact avec de l'hydrogène gazeux, il va spontanément former un hydrure et absorber tout cet hydrogène à température et à pression ambiante. Et on obtient des capacités très élevées, puisque ici on obtient à peu près
X égale 6, donc ça fait 3 moles d'hydrogène pour une mole de lantane nickel 5, avec des capacités volumiques qui sont très importantes, puisqu'on atteint quelque chose comme proche de 140 grammes par litre. Alors, on explique assez bien ces propriétés d'absorption de l'alliage en regardant les propriétés d'absorption des éléments, parce que le lantane, c'est une terre rare, qui a la propriété de réagir avec l'hydrogène, il forme des hydrures extrêmement stables. Si vous regardez la pression d'équilibre du lantane avec l'hydrogène, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 25. Donc on peut plutôt considérer ça comme un piège à l'hydrogène. Une fois que vous avez fait un hydrure, vous avez très peu de chances de pouvoir récupérer votre hydrogène. A l'inverse, le nickel ne forme pas d'hydrure dans les conditions classiques. Pour pouvoir former l'hydrure de nickel, il faut monter à température ambiante à 3400 bars pour former un hydrure qui est ni H08. Et ce qu'on observe, c'est que si je mets sur une échelle log les pressions d'équilibre, qui est de l'ordre de 10 puissance 4 pour le NiH, eh bien j'ai une espèce de règle des leviers entre la pression d'équilibre du nickel et de celle du lantane. Pour le lantane nickel 5, j'ai 5 nickel, je suis assez proche du nickel. Et je peux prédire plus ou moins la pression d'équilibre du lantane nickel 5 en connaissant les pressions d'équilibre du nickel et du lantane. Alors le parallèle va plus loin, puisque je peux aussi prédire plus ou moins sa capacité, puisque le lantane forme entre 2 et 3 stocks entre 2 et 3 hydrogènes, et le nickel 0,8, j'ai 5 nickel, donc 5 fois 0,8 ça me fait 4, et puis 4 plus 2 ça me fait 6, je retrouve à peu près la capacité. Donc en développant des alliages de ce type-là, on peut produire des matériaux qui sont capables de stocker l'hydrogène. On peut prédire la capacité, on peut prédire plus ou moins la pression d'équilibre. Alors ça a été beaucoup étudié en regardant tous les éléments du tableau périodique, enfin les métaux ou les semi-métaux, et on s'aperçoit qu'il y a deux grandes familles. Donc il y a les métaux, les alcalins, les alcalinotéreux, les terres rares, les premiers éléments de transition, qui forment tous des hydrures très stables, c'est ce qui est en rouge ici, les enthalpies de formation sont très négatives. Et puis de l'autre côté, j'ai les métaux de transition et puis quelques éléments P, qui vont, eux, former des hydrures très instables ou former des hydrures à très haute pression. Et par effet d'alliage entre ces deux éléments, je vais pouvoir faire toute une série de familles d'alliages qui vont avoir des propriétés adaptables par rapport à la réaction avec l'hydrogène. Alors, ces familles ont des capacités massiques et volumiques assez différentes. Alors, pour la capacité massique, on le comprend assez facilement parce que j'ai montré lantane nickel 5, c'est 3 moles d'hydrogène par mole de lantane nickel 5. Mais le lantane est un élément très lourd et je me retrouve avec des capacités massiques qui sont relativement faibles, de l'ordre de 1,5%. Ça s'explique bien avec le poids des terres rares. Si je passe avec des éléments un peu plus légers, comme le zirconium chrome 2, je vais augmenter un peu ma capacité. Titane fer, c'est encore mieux. Et puis évidemment, si je veux faire quelque chose de léger, il faut que je me tourne vers des éléments beaucoup plus légers. Et dès que je travaille avec du magnésium, vanadium titane par exemple, j'obtiens des capacités qui sont beaucoup plus intéressantes, qui vont être de l'ordre de 4%. Et puis l'élément, parce que ce n'est pas un alliage, mais l'élément qui a beaucoup intéressé les gens, c'est le magnésium. Parce que le magnésium, lui, il atteint 7,6% massique. Ça, c'est pour les capacités massiques. Pour les capacités volumiques, les hydrures sont aussi très intéressants parce qu'ils ont des capacités volumiques très élevées, sont de l'ordre de 140 grammes par centimètre cube. C'est 2 fois celle de l'hydrogène liquide. C'est-à-dire que dans un hydrure comme ça, vous stockez 2 fois plus en volume d'hydrogène que quand vous le liquéfiez. Par contre, les capacités volumiques sont assez constantes, quelle que soit la composition de l'alliage, sauf pour le titane vanadium, qui est un cas très particulier, mais on voit qu'on retrouve des capacités volumiques qui sont assez constantes pour ce type de matériau. Alors, les capacités, c'est bien, mais il faut toujours les placer dans le contexte des propriétés thermodynamiques dans lesquelles on va les utiliser. Et quand on regarde les différentes familles d'alliages que j'ai évoquées, titane fer, lantane nickel 5, zirconium chrome 2 ou magnésium 2 nickel, on a coutume de représenter les propriétés thermodynamiques dans ce qu'on appelle un diagramme capacité, pression à une température donnée. Ce qui vous donne la pression d'équilibre de l'alliage, c'est-à-dire à quelle pression, à température ambiante, il va absorber ou désorber son hydrogène. Alors il y en a deux qui sont bien placés, lantane nickel 5 et titane fer, ça c'est la pression atmosphérique. Ils sont tout proches, donc on se dit, c'est bien, il suffit de faire une petite variation de température, je stocke et je déstocke de grandes quantités d'hydrogène. La quantité d'hydrogène, elle est proportionnelle à la largeur du plateau. Les solutions de type cubique centré TIVFE, c'est bien, mais ça commence à être un peu stable. ZRCR2, ça commence à être beaucoup plus stable.
Et puis quand je tombe sur magnésium de nickel, ben, j'arrive à des pressions qui sont de plus en plus stables. Alors des pressions de plus en plus stables, ça vous parle peut-être pas, mais on peut le traduire tout simplement en température, hein, il suffit de faire une conversion thermodynamique. Ça veut dire que pour désorber cet hydrogène que j'aurais stocké dans un alliage, je vais pouvoir le faire à l'environnement pour l'antenne nickel 5 titane fer, c'est-à-dire que l'ium chrome 2 ça va être 150 degrés, et puis magnésium de nickel, je vais monter à 200 degrés, et le magnésium, il me faut 300 degrés. Donc encore une fois, si j'utilise ce type de matériaux, ils vont me stocker des grandes quantités d'hydrogène. Le magnésium, je l'ai dit, c'est de l'ordre de 7 à 8%. Mais je vais avoir un prix à payer, c'est l'énergie que je vais devoir fournir pour désorber cet hydrogène. Et à titre d'exemple, le magnésium, c'est 80 kJ par mol l'enthalpie de formation ou de désorption d'hydrogène. Et ça représente entre un quart et un tiers de l'énergie que je vais stocker du PCI. Donc on se retrouve avec quelque chose de l'ordre de 25% du PCI qu'on peut utiliser. Alors heureusement, il y a des solutions parce qu'on peut stocker cette chaleur et déstocker cette chaleur dans ce type d'hydrure. Je donnerai peut-être un exemple tout à l'heure. Mais il faut garder à l'esprit ces conditions de fonctionnement. Bon, alors je ne reviendrai pas sur ces chiffres, hein, je vous ai donné tout à l'heure, hein, ce sont les capacités massiques, les températures de fonctionnement et puis les capacités volumiques, qui sont très élevées hein, quand même, hein, quand on les regarde hein, sur ce type de matériaux, ce qui fait que ça intéresse quand même beaucoup les industriels pour les applications embarquées. Et je viendrai assez rapidement sur les propriétés, enfin les intérêts et inconvénients de ce type d'hydrure. Hein. Pression modérée, forte capacité volumique. Sécurité, hein, on a évoqué les problèmes des hautes pressions tout à l'heure, ou du boil-off, mais ici on travaille à température ambiante, pression ambiante. Ce type d'hydrure, je peux vous le mettre sur la table. Bon, il y en a qui sont pyrophoriques, mais non, on peut en manipuler très facilement. C'est une poudre qui est assez facile à manipuler. Par contre, il reste très lourd parce qu'on utilise des métaux de transition au mieux, des terres rares au pire, et ça reste des masses élevées. La gestion des effets thermiques à cause de l'enthalpie de formation, des problèmes de cinétique que je n'ai pas évoqués, mais qui peuvent être assez lents à basse température. Et puis, il y a aussi le coût de certains métaux. Hein, si vous développez des alliages base zirconium, vanadium, vous arrivez sur des prix au kilo qui sont assez rédhibitoires. Et je ne parle pas si vous mettez du scandium dedans. Alors, ça a poussé les gens à regarder une autre famille d'hydrures, qui sont les hydrures complexes. Alors j'en citerai deux, les borohydrures et les alanates. Alors là, on n'est plus sur de l'hydrogène métallique, mais on a déjà une liaison qui est beaucoup plus forte, hein, qui est de type iono-covalente, hein, avec un anion complexe de type BH4-. Donc on a de l'hydrogène qui est assez fortement lié. Et cet anion, il est contrebalancé par un cation, alors qu'il peut être un alcalin, un alcalino-terreux, ou même un métal type aluminium. Alors ce sont des hydrures qui sont connues depuis longtemps, dans les années 50, c'est d'ailleurs les seules hydrures qui soient solubles dans l'eau sans se décomposer immédiatement, et qui ont des possibilités de stockage élevées, parce que là on joue avec quand même des éléments très légers, hein, le bore, le lithium sont des éléments très légers qui permettent de prédire des capacités en hydrogène élevées. Et c'est effectivement le cas, la décomposition thermique des borohydrures a été étudiée, elle se fait en deux étapes. Alors ici j'ai laissé M, mais qui peut être lithium, sodium, potassium, magnésium, aluminium. Et on a une première réaction où on va former l'hydrure du métal M et on va libérer une première quantité d'hydrogène qui peut être importante, hein, jusqu'à 14 ou 17%. Donc vous voyez qu'on ne joue plus du tout dans la même cour que celle qu'on évoquait tout à l'heure sur les hydrures métalliques. Et puis on forme un hydrure, alors lui qui par contre est très stable, et on pourrait aller plus loin, récupérer l'hydrogène de cette hydrure, mais bon, décomposer du LiH ou du NaH, il faut monter à très haute température. Et en général, ce n'est pas envisagé. On envisage plutôt de travailler sur la première réaction. Mais il y a quand même un coût à payer, c'est que les températures de décomposition sont élevées. 380 degrés, 584 pour KBH4, 320 pour MgBH4 deux fois. Et encore une fois, on se retrouve avec le problème de l'équilibre entre l'énergie que je peux stocker et celle qu'il va me falloir utiliser pour faire fonctionner ce stockage. Alors, il y a une autre façon d'utiliser les borohydrures, qui est un petit peu plus, alors, je ne sais pas si elle est plus élégante, mais moins coûteuse en énergie toujours. C'est de travailler en voie humide et de faire l'hydrolyse des borohydrures, qui peut se faire avec de l'eau. On fait réagir l'hydrure avec de l'eau, et on va pouvoir libérer de l'hydrogène. Alors c'est pareil, c'est une réaction en deux étapes. La première étape, on forme un borate, et on peut libérer comme ça jusqu'à 8 moles d'hydrogène. Alors c'est une réaction qui marche relativement bien. Elle nécessite un catalyseur, mais ça, les gens de la catalyse savent assez bien faire. Et elle permet encore de libérer d'assez fortes quantités d'hydrogène. Alors il y a un coût à payer parce qu'il faut
ajouter de l'eau, donc il y a le poids de l'eau à rajouter. Et puis il y a le poids du catalyseur. Mais ça permet quand même, sur la première réaction, d'obtenir des capacités qui sont encore une fois très intéressantes, puisqu'elles varient entre 9 et 14%. Et puis si on va sur la deuxième réaction, on peut récupérer encore plus. Alors par contre, ça pose un problème, c'est que le produit final de cette réaction, c'est le borate, qui cristallise dans la solution et qu'il faut régénérer si on veut utiliser ce système de stockage comme un système pérenne, et qui demande une chimie assez compliquée. Alors il y a des gens qui s'y sont attelés, et c'est pas quelque chose de complètement simple, mais il y a eu des projets, alors c'est un projet Millennium Cell, d'un système de génération d'énergie qui utilise une pile à combustible, dans laquelle on a deux réservoirs. On a un réservoir de borure de sodium, qu'on injecte, il est en solution sous forme liquide, on amène l'eau, on dégage l'hydrogène, on sépare cet hydrogène, on sépare les borates qu'on ramène dans le réservoir, un deuxième réservoir qui est en dessous, et puis on alimente comme ça la pile à combustible et on produit de l'hydrogène. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça a été aussi développé par le CEA et par BIC sur des petites cartouches en utilisant le brûleur de sodium. Mais ça laisse le problème du recyclage du NaBO2. Alors, pour les scénarios les plus osés, on imagine, vous arrivez à la station, on vous donne un réservoir de NaBH4, puis vous rendez votre réservoir de borate en disant celui-là j'en veux plus, il ne marche plus, et puis voilà, derrière il y a une usine qui retransmet tout ça. Mais ce sont des technologies qui existent, qui sont viables, mais qui demandent encore pas mal d'efforts pour être utilisables commercialement. Alors, la deuxième famille d'hydrures complexes qui est envisagée, qui est assez comparable aux borohydrures, ce sont les alanates. Donc ici, on utilise l'aluminium, qui reste un élément très léger aussi. Toujours un azion complexe avec une liaison iono-covalente, donc ALH4-. Alors en fait, il existe deux types d'anions, ALH4- et ALH6-3-, qu'on va contrebalancer avec un cation, alors encore alcalin, alcalino-terreux, et même des métaux de transition, ça peut se faire avec du titane ou du zirconium. Et ce sont des systèmes qui permettent aussi de stocker et déstocker l'hydrogène. Alors, comme on a deux anions ALH6 et ALH4, on a deux réactions successives. On ne s'intéresse pas à la dernière parce qu'encore une fois, on est avec l'hydroalcalin et ça, c'est très difficile à décomposer. Mais par contre, les deux premières réactions fonctionnent dans des conditions thermodynamiques intéressantes. C'est un bar et puis entre 30 et 110 degrés. Et la somme de ces deux réactions permet de libérer environ 6% d'hydrogène. C'est moins bien que les borohydrures, mais ça reste significatif. Et en fonction de l'alanate, puisqu'on peut varier sur la nature du métal M, on peut obtenir des capacités qui sont relativement intéressantes, avec deux étapes dans la désorption. Alors, je vous ai montré tout à l'heure des isothermes, puisqu'on a deux réactions, on va obtenir deux plateaux différents à deux températures différentes. Mais ça reste quelque chose qui est envisageable, et il y a pas mal de développement aujourd'hui, de réservoirs qui fonctionnent avec ce type de matériaux, d'alanate, pour faire du stockage d'hydrogène. Je vais passer celui-là, et je vais arriver à des aspects un peu comparatifs. Alors c'est une slide qui est assez vieille, vous voyez l'année, mais je l'ai gardée parce qu'elle a l'avantage d'être simple, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de composés sur ce type d'image qu'on a du mal à s'y retrouver, mais qui résume un petit peu les possibilités qu'on a aujourd'hui, que les chimistes et les physiciens peuvent proposer pour stocker l'hydrogène. Alors on l'a dit, on peut physisorber l'hydrogène sur le carbone, par exemple. On obtient ce type de courbe avec une asymptote. On sait qu'on va saturer à un moment. Et puis, on a l'hydrogène liquide. Alors, je suis désolé, ça passe pas bien la couleur, mais qui est constant. Une fois qu'on a liquéfié l'hydrogène, on ne peut pas changer grand-chose. Et puis, vous avez tout un tas de matériaux. Alors, si vous voulez une capacité volumique très élevée, il n'y a pas de question à se poser. Il faut prendre des hydrures métalliques. Si vous voulez une capacité massique très élevée, il faut plutôt tourner avec des choses comme la physisorption ou peut-être des borohydrures qui sont situées ici. Et puis vous pouvez comparer aussi le stockage d'hydrogène avec les hydrocarbures qui se situent ici. On voit qu'il y a compétition, mais on arrive à des matériaux qui sont avec des capacités assez comparables, avec toujours le problème de la température de fonctionnement. Elles ont été rajoutées ici. Et sachant que pour être viable économiquement, alors je n'ai pas parlé des objectifs du DOE, parce que ce sont des objectifs, je pense, qu'on doit oublier, mais pour avoir des systèmes qui soient économiquement viables, il faut tourner quand même avec des capacités qui sont situées à peu près ici, et on a encore du chemin à faire pour développer des capacités aussi élevées, où les utilisateurs ont du chemin à faire pour réduire leur gourmandise en énergie et pouvoir se contenter de matériaux qui fonctionnent dans ces gammes-là. Alors, je voudrais conclure avec, est-ce que l'hydrogène comme carburant, c'est une utopie ou c'est une réalité? Alors, ça existe depuis longtemps. Alors,
beaucoup dans les marchés de niche. Alors le spatial, par exemple. Hein, les programmes Gemini 7 utilisaient des piles à combustible PEMFC, donc c'est pas nouveau, et avec de l'hydrogène embarqué, et ça fonctionnait très bien. C'est toujours un combustible, hein, toutes les fusées type Ariane 5 utilisent de l'hydrogène liquide, hein, 40 tonnes hein, pour se propulser. Alors, par là, hein, ça c'est les boosters à poudre, mais c'est le moteur Vulcain qui est ici. Ça marche très bien, hein, on n'a pas trop de problèmes. Bon, des fois, il y a des petits problèmes à l'allumage, enfin, en principe, ça marche. Et puis, si vous prenez, alors la navette spatiale ne vole plus, mais elle utilisait une pile alkaline fuel cell, unité de puissance, toute son énergie était fournie par ce type de pile, et c'est une technologie qui fonctionne très bien. Le spatial, les gens prennent toujours des trucs qui marchent bien, parce qu'ils n'aiment pas les pannes, c'est jamais très bien vu d'être en panne là-haut, et donc c'est des technologies qui marchent très bien. Alors, toujours dans les marchés de niche, et toujours dans les endroits où on n'aime pas que ça tombe en panne, vous avez l'armée, sous-marin allemand, hein, l'U-212, qui utilise un système de pile à combustible, hein, c'est une PEM Siemens, avec de l'oxygène liquide et de l'hydrogène sur des hydrogènes métalliques, exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors les sous-marins, c'est un bon client parce qu'il y a besoin de masse hein, pour lester le sous-marin. Donc les hydrures, ils pèsent lourd, mais bon, c'est pas trop grave puisque justement, on a besoin de masse. Le deuxième gros avantage des hydrures, c'est que je vous ai dit que la capacité volumique était la plus élevée, c'est ce qui existe de plus élevé comme moyen de stockage, hein, on est à 140 grammes par litre. Dans un sous-marin, il y a peu de place. Donc si on peut compresser au maximum l'hydrogène dans un petit volume, ça arrange bien aussi les ingénieurs. Et donc ce sous-marin, il fonctionne, ils en vendent même. Alors je ne sais pas si vous avez les moyens, mais les Indiens en ont acheté récemment à l'armée allemande. Bon, j'ai les caractéristiques ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça montre que c'est une technologie qui marche très bien. Encore une fois, ce sont des applications de niche où on n'aime pas trop les pannes non plus hein, dans les sous-marins, et donc ça prouve la fiabilité de ce type de technologie. Encore une fois, de sécurité aussi, parce que les hydrogènes métalliques permettent de stocker l'hydrogène dans des conditions de sécurité qui sont très élevées. Alors la voiture c'est plus compliqué, parce qu'on a essayé, enfin les constructeurs ont essayé. Alors, c'est pas nouveau non plus, hein, dans les années 60, il y avait Austin qui sortait une voiture. Hein, vous voyez les bonbonnes d'hydrogène sur le toit, bon, c'était une technologie un peu... Bon, mais ça roulait, hein, 80 km/h, 300 km d'autonomie, c'est pas si mal. Alors aujourd'hui, on fait des choses un peu plus modernes. Alors bon, Air Products a sorti des modèles. Bon, j'ai mis c'est un peu ancien aussi, c'est 2007, mais la BMW série 7, hein, qui a un moteur thermique, qui est hybride puisqu'on peut tourner à l'hydrogène ou à l'essence, avec des performances qui feraient rêver beaucoup de conducteurs, et qui fonctionne avec un réservoir à hydrogène liquide et qui fonctionne très bien aussi. Elle est commerciale, hein, on peut l'acheter. Alors bon, c'est plus très à la mode les grosses voitures avec les grosses cylindrées. Alors si vous voulez faire plus écologique, il y a Hello Hydrogène. À Paris, ils ont développé un vélo, 35 km/h, puis il a un combustible d'1,2 kW, 25 litres d'hydrogène à 300 bars, vous êtes assis dessus, il faut être confiant dans la technologie. Mais ils ont fait 545 km en 2013, et je crois qu'en 2012, ils en avaient fait que 380 et tout. Donc la technologie progresse, ça marche très bien. On pourrait multiplier les exemples. Je sais que sur l'Erd, il y a un bateau ici qui fonctionne. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Je voudrais finir par un exemple qui est un peu plus, je dirais, un peu plus sérieux. Les autres étaient sérieux, mais peut-être un peu plus proche de ce qu'on peut observer dans le futur. C'est la station Myrte. Alors je ne sais pas si vous avez entendu cette plateforme. Si vous allez en Corse... Quand vous arrivez au-dessus d'Ajaccio, passez au-dessus du golfe, et il y a sur la gauche, vous pouvez voir la ferme solaire de Vignola. C'est un projet qui a été développé pour produire de l'électricité à partir du solaire, donc avec des panneaux solaires. Et puis en fonction de la demande d'énergie, si on est en excès, on produit de l'hydrogène électrolytique, donc avec une cellule d'électrolyse. On la stocke sous forme d'hydrogène. Et puis, quand la demande se fait, on réinjecte cet hydrogène dans la pile de combustible et on le remet sur le réseau. Alors, le stockage d'hydrogène, au départ, il était dans des bonbonnes sous pression. Actuellement, le projet Myrte développe un réservoir basé sur du magnésium qui a été développé par l'Institut Néel et la société McPhy. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est pareil, ça prendrait du temps, mais c'est un bel objet technologique. Hein. Ils ont réussi à développer un réservoir qui fonctionne très bien avec l'hydrogène de magnésium. C'était pas si évident parce que les cinétiques du magnésium sont très lentes. Alors, c'est un matériau composite, vous ajoutez du carbone, des catalyseurs. Il y a aussi beaucoup d'efforts sur les transferts thermiques, j'en ai pas parlé, mais
dans ces matériaux, on a beaucoup d'échanges thermiques, c'est ça qui pilote la réaction. Et donc, ça a été optimisé dans ce type de matériaux. Et ce type de réservoir va être implanté pour le stockage de l'hydrogène. Donc ça, c'est une réalisation un petit peu, je dirais, phare de ce qu'on peut faire, hein, de faire de la production décentralisée d'électricité avec des énergies renouvelables en site isolé comme sur une île. Voilà. Et puis, j'avais un petit quart d'heure mémoire, donc je ne peux pas finir, puisque c'est les 25 ans de l'IMN, je ne peux pas finir cet exposé sans avoir évoqué quelques souvenirs. Alors, en arrivant ce matin à la pause, j'ai croisé des collègues que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de les voir. Et ça m'a rappelé le temps où j'étais jeune étudiant et puis jeune doctorant dans ce qui s'appelait effectivement le laboratoire de Minéral B avec Michel Tourneau. Et je me souviens que c'était assez stimulant à l'époque. On était très fiers de travailler dans ce laboratoire parce qu'on nous avait dit, vous allez voir, c'est un labo, ça fonctionne très bien et tout. Donc on était très contents. Bon, on était un peu potache aussi parce qu'on m'a rappelé quelques blagues qu'on avait fait à l'époque et c'est vrai qu'on était pas mal potache. Mais bon, c'était une époque intéressante. Et je voudrais rappeler aussi, parce qu'il y a sûrement des doctorants ici dans la salle, que si on a eu du plaisir à l'époque, on avait aussi des doutes et puis des interrogations sur l'avenir de ce que pouvait être un doctorant à l'époque. Et je ne peux pas non plus finir cet exposé sans citer Jean Rouxel, parce que je me souviens qu'il aimait bien passer en fin de journée, en fin d'après-midi, de temps en temps, il circulait dans le laboratoire, puis il passait, puis il nous interrogeait, les doctorants, des fois, il nous posait des questions, avec un peu de malice d'ailleurs, parce qu'il nous posait des questions des fois qui étaient un peu des pièges, mais il nous encourageait tout le temps, et je sais qu'un jour, c'était en fin de thèse, et il m'a demandé si je voulais partir en postdoc aux États-Unis. Il m'a proposé ça. Il a eu confiance en moi, il m'a fait confiance. Et je crois que c'est un peu grâce à lui que je suis devenu chercheur. Alors, je voudrais le remercier et dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à lui aujourd'hui. Et puis, je voudrais vous remercier aussi tous pour votre attention.